Tous les jours dès 16h, historiquement Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires où on n'est généralement pas invité. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, une fois du pas coutume, vous nous invitez aux fêtes du Second Empire. Oui. Regardez, pour l'occasion, Mathieu Noël, c'est fait tout beau. Il a mis une chemise, mais moi je peux pas vous inviter chez moi, j'ai eu un dégât des eaux, c'est pas présentable, je suis désolé. Oui. Mais l'impératrice aussi prenait les eaux, mais elle les prenait à Biarritz. Oui, puis à mon avis, c'est pas elle qui est montée sur un escabeau pour réparer ses enduits. Bon, allez, l'image de la fête est si bien associée au Second Empire qu'on imagine les salons des Tuileries perpétuellement animés par des bals, des réceptions. Ça n'était pas tout à fait le cas, mais le faste, les décors étourdissants qui étaient à chaque fois échafaudés pour chacune des fêtes, les toilettes luxueuses, sont bien élevés au rang de principe de gouvernement pour asseoir le prestige du régime. Donc des dîners, concerts, spectacles, bals plusieurs fois par semaine. Les marchands de Paris vendent à profusion des galons, des plumes d'oie, des étoffes. Pour faire les robes à crinoline, il faut jusqu'à 12 mètres de tissu. Donc là, l'industrie du luxe connaît son apogée. Il faut que la cour soit brillante. Un régime nouveau ne peut s'enraciner que dans l'éclat. Octave Aubry écrit « Soir de printemps aux Tuileries, triomphe de tout ce qui brille, la beauté, l'argent, le bonheur ». L'impératrice Eugénie pensait qu'une cour, surtout une cour française, se devait de réunir les beautés de l'époque. C'était le moyen d'y attirer, d'y retenir les hommes et par là d'en faire le centre agissant et vivant de la société. Et c'est elle qui a imaginé les fameuses séries de Compiègne. Est-ce que ça vous dit quelque chose, bien sûr. Mathieu, au château de Pierrefonds? Compiègne. À Compiègne. Pierrefonds, c'est autre chose, mais on allait à Compiègne, il y avait des séries, mais Pierrefonds, c'est pas à Compiègne? C'est à côté. Si, c'est juste à côté. Vous avez raison, c'est juste à côté. Oui, c'est ça. Là, mais c'était le projet de Viollet-le-Duc qu'elle a eu après. Et c'est là où Mérimée a passé sa soirée à faire bien sûr, une la dictée. fameuse dictée. Et l'idée, c'était d'inviter les gens par série et qu'ils restent plusieurs jours, généralement une semaine sur place. Et on invitait l'aristocratie étrangère, les savants, les écrivains, les artistes. Et c'est Eugénie qui dressait elle-même les listes. Alors, ce qui surprend beaucoup, parce que je me suis penchée sur ce qu'on y faisait dans ces séries. Une fois qu'on était sur place, qu'est-ce qu'on fait sur place? Bon, le matin, généralement, c'est quartier libre. Vous laissiez le soir sur un petit carton, vous mettiez ce que vous preniez au petit déjeuner, bon, et on vous l'apportait, bon, très bien. Mais il y avait un véritable rituel dans les activités. Donc l'après-midi, chasse à courre, chasse à tir. D'ailleurs, l'hiver, au début de la saison de la chasse, quand il faisait froid, on s'arrêtait en pleine chasse pour boire un punch dans un vase d'argent doré posé sur un trépied. Napoléon enflammait le punch. Ça devait donner une sorte de lueur crépusculaire, quasi wagnérienne. Et après, les chasses se terminaient au flambeau. Enfin, dans cette belle forêt de Compiègne, ça va être superbe. L'excursion à Pierrefonds, bien sûr, le château voisin qui était en restauration, se fait sous la conduite de Viollet-le-Duc. Tant qu'à faire, autant visiter avec l'architecte qui restaure les lieux. Et alors, ce qui est étrange, c'est que ces balades en forêt sont égayées par des jeux assez innocents, mais complètement puérils, quoi. On joue au bar, par exemple. C'est un genre de délit d'élo, à mi-chemin entre la délit d'élo, la balle aux prisonniers. Il y a un manège de chevaux de bois. On joue au croquet. Bon, alors après, vers 5 heures, on va prendre le thé chez l'impératrice. Il y a une petite troupe parisienne qui vient donner un spectacle. On joue aussi au palais, au billard japonais. Si Gounod est présent, il s'assied au piano, il chante des petites comptines espagnoles, on fait marcher un piano mécanique. Et quand l'empereur vient, il arrive que, alors ce qui est très à la mode, c'est les cotillons. Vous savez, c'est des farandoles. Alors hop, tout le monde se donne la main, on court partout, on balance des confettis et des serpentins. Non, mais est-ce que vous essayez d'imaginer ça à l'Élysée quand même? C'est ça la fête impériale. Il y a la chenille. Non, la chenille, la danse des canards. Oui, on pratique le quadrille des lanciers très à la mode. Et puis des farandoles, je disais, le carillon de Dunkerque, parce que là c'est une danse en rond. Puis on noue connaissance pendant ce temps-là. Ce qui est très à la mode aussi, ce sont les tableaux vivants. Donc par exemple, on veut dire reconstituer la Ronde de nuit ou reconstituer la Joconde ou je ne sais quel tableau. Vous devez avoir le costume et puis c'est à l'équipe qui va le mieux reconstituer le tableau. C'est marrant. Des charades, des parodies et on jouait au meunier. Vous savez ce que c'est que le meunier ?
Meunier Tudor. Meunier, c'est pas, non, c'est pas ça. On cache une bague dans un bol rempli de farine, et puis il faut aller la chercher avec la bouche, comme on le fait avec une pomme dans l'eau. Vous êtes ça quand vous étiez gamin. Bien sûr, le jeu des serviettes. On chasse les messieurs à coups de serviettes. Non mais voilà. Donc si vous voulez, il y avait les chaises musicales aussi. Certainement. Alors la dictée, vous avez raison, la dictée, les charades, la dictée de Mérimée. Ce qui frappe donc le plus dans ces séries de Compiègne, c'est le côté bon enfant et superficiel, et en même temps, sous le Second Empire, la France s'est transformée 2 fois plus vite qu'à aucune autre époque de son histoire. Dans ses rêveries politiques publiées en 1832, alors qu'il n'avait que 24 ans, Louis-Napoléon Bonaparte écrivait dans son projet de constitution, inspiré de celui de 1793, le but de la société est le bonheur commun. Et de fait, entre 1848 et 1869, le salaire ouvrier a augmenté de 73%, messieurs. Vous voyez, donc c'est ça les paradoxes de cette époque. On a l'impression, c'est à la fois ça flambe, le toc et le toc et le bal, mais en même temps, effectivement, indéniablement, la société dans son ensemble profite de cette prospérité. Et on joue au meunier et on fait des chevaux de bois à 50 balais. Étrange, hein? Très étrange. Merci beaucoup, Clémentine.